J'en avais déjà parlé dans mon top 2023, Junji Ito est l'une de mes dernières découvertes artistiques qui m'a vraiment marqué, qui remonte quand même à 2021. Sa manière de construire ses récits horrifiques et surtout l'expérimentation graphique unique en son genre qu'il propose me captive à chaque fois que je découvre une de ses œuvres. J'y parlais surtout de ses plus gros succès, Tomie, Spiral et L'amour et la mort, son manga qui m'a le plus marqué. Et comme je le disais dans la vidéo, Tomie est sûrement la meilleure œuvre pour découvrir ses travaux, parce que dans l'édition de 2021 de Mangetsu, on a une sélection d'histoires courtes avec ce personnage, créé entre 1987 et 2000. D'ailleurs pour cette vidéo, je vais principalement me référer à la collection de Mangetsu, car l'essentiel des mangas d'Ito que je possède en provient, à l'exception des quelques mangas édités par Delcourt Tonkam. Donc il manquera des histoires que je n'ai pas encore lues. Tomie est un personnage énigmatique à l'origine inconnue qui a pour effet de séduire les hommes qu'elle rencontre, jusqu'à les rendre fous et mourir de leurs mains. Mais sans explication, elle revient toujours à la vie et cause la perte de ses bourreaux. Personnellement, j'éprouve une certaine satisfaction à voir ce personnage féminin, majoritairement les victimes en fiction, revenir à la vie et détruire ses destructeurs. Ça a quelque chose d'extrêmement cathartique. Et je peux citer Notre amour en 3 actes en complément ici, de 1989, une histoire courte où on retrouve une romance tordue et toujours un côté horrifique, dans la lignée de Tomie. Spiral, lui, est sorti en 1998-1999, pendant la fin des aventures de Tomie. Il contient l'essence des travaux du mangaka, des personnages principaux très peu développés et aux physiques normaux, assez quelconques. Le garçon, Shuichi, ressemble d'ailleurs à une jeune version d'Ito, tandis que la fille, Kirie, correspond à son modèle standard de personnage féminin, on va dire. Mais ce choix de personnages normaux est important car il permet de mettre en avant les explorations graphiques horrifiques du créateur. Dans chaque histoire, courte ou longue, il va partir d'une idée horrifique et l'étendre le plus possible graphiquement. L'histoire est assez secondaire la plupart du temps et juste un prétexte pour cette expérimentation. Et typiquement, je mets ça ici, j'adore ce concept d'avoir la dernière case d'une double page s'arrêtant sur un gros plan des yeux d'un personnage subjugué par une chose qu'il voit et qu'on découvre dans la page ou double page suivante. Et niveau expérimentation, avec Spiral, l'élément qu'Ito va explorer, on est servi. Chaque partie de l'histoire va se concentrer sur un élément lié au Spiral et développer une thématique autour. Mais au final, peu de chapitres forment une vraie continuité narrative. Et je glisse un mot ici sur l'adaptation animée sortie cette année, en 2024. Malheureusement, si les trailers présageaient l'adaptation de l'année, parce que visuellement le style de l'auteur est respecté et le noir et blanc du manga conservé, c'est un naufrage. Je savais que le développement avait été compliqué et que la mini-série aurait pu être annulée, elle aurait dû, honnêtement. C'est pas une question de compétence des dessinateurs ou animateurs ici, c'est plus sur l'écriture que ça pêche. En fait, comme ils ont voulu condenser tous les chapitres en 4 épisodes de 25-30 minutes, on a plusieurs histoires mélangées parfois, ce qui a donné un moment qui m'a fait rire et synthétise tout le problème. Ici, la scène mélange 2 histoires, l'une où les cheveux de Kirie se transforment en spirale, ce qui l'amènera à les couper, et une autre où un amoureux la suit comme un stalker. Et dans le manga, elle a les cheveux coupés ici, mais pas dans l'animé. Et le problème dans cette scène, c'est que l'amoureux ne mentionne jamais cette coiffure étrange, tandis que le spectateur ne voit que ça. Et des mauvais mélanges de ce type arrivent plusieurs fois. L'écriture, le rythme et le montage sont catastrophiques, c'est un vrai gâchis. Si vous voulez découvrir Spiral, lisez le manga. Passons à L'amour et la mort, qui est un peu différent car les personnages sont plus développés et le travail graphique de l'horreur est différent. Ici, on est davantage sur des textures, avec cette brume omniprésente et ces silhouettes fantomatiques. Dans d'autres mangas comme Sensor, où Ito explore l'horreur cosmique, on retrouve ce travail sur les textures du ciel, qu'on pouvait déjà trouver dans Spiral, avec ce visage géant et sombre dans le ciel. Le démon noir entre aussi dans ce travail sur les textures, une histoire courte où de la poussière prend vie sous plusieurs formes dans une maison possédée. Le monstre calciné de Seul, une autre histoire courte, aussi. Dans L'amour et la mort, un personnage mystérieux prédit l'avenir amoureux des habitants d'une petite ville plongée dans le brouillard. Mais très vite, ça dérape et vire à l'horreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'horreur de cette histoire n'est pas invraisemblable ou uniquement graphique, comme dans d'autres œuvres d'Ito. Elle est même très terre-à-terre et le développement et les relations des personnages lui donnent tout son impact et sa violence. On trouve aussi les tourments amoureux chez les adolescents, mais pas que, qui virent à l'obsession, puis à la souffrance, à la mutilation et à la mort. Ces 3 cases résument bien la chose. Ou encore celle-ci. Dans cette page, on retrouve cet homme qui prédit l'avenir amoureux, de plus en plus négativement au fil de l'histoire. C'est un personnage qui fascine les jeunes filles du village à l'image d'une star de J-pop. Même dans son aspect physique, on retrouve quelque chose dans ce genre.
La lecture et la fin de cette histoire en particulier laissent un goût très amer, mais c'est une lecture vraiment unique que je recommande. On peut trouver une autre facette des mangas d'Ito dans le recueil d'histoires de Soichi de Mangetsu, une espèce d'avatar du mangaka avec des histoires allant de 1991 à 2011. C'est un stéréotype de sale gosse asocial qui piège et ennuie les personnages gravitant autour de lui, dont sa famille. Ito n'avait pas ce côté sale gosse mais souffrait d'anxiété sociale quand il était jeune, ce qui pour moi explique ce côté lisse des personnages lambda dans ses mangas. J'imagine que c'est comme ça qu'il a vu les autres pendant longtemps en les observant de loin, sans vraiment partager leur vie ou expérience. C'est un bon manga pour poursuivre la découverte de l'univers de l'auteur, avec moins d'horreur et plus de sadisme chez ce personnage. Un peu à l'instar de l'histoire courte La Sadique, qu'on peut retrouver dans le tome 2 des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Mais je reparlerai des histoires courtes un peu plus tard. Dans les autres histoires longues d'Ito, on a Remina et Jio. Remina est une histoire de SF et de fin du monde avec l'arrivée imminente d'une planète extraterrestre en mouvement dévorant tout sur son passage, se dirigeant vers la Terre. Remina, le même nom que le personnage principal féminin de l'histoire. On a un aspect blockbuster américain ici, dans l'écriture du contexte, ainsi qu'un véritable travail graphique donnant le vertige dans la partie finale, avec une absence de pesanteur et des corps flottant dans les airs. L'histoire ne m'a pas embarqué, mais toute cette partie finale est assez incroyable visuellement. Jio, lui, est une histoire d'horreur avec un peu de science en fond, mais tout commence par l'arrivée sur des côtes de poissons pourvus de parties robotiques comme des pattes, qui sèment la terreur dans des villes. On a aussi des humains transformés qui dégagent des gaz, c'est très grotesque, vulgaire presque, un manga unique dans la carrière de l'auteur. Évidemment, l'élément marquant du manga, c'est ce requin blanc avec des pattes. J'en ai fini avec les histoires longues de l'auteur, et celles que je préfère, ce sont les courtes. On a les plus cultes, comme Les Ballons Pendus, Le Peintre, l'une des histoires courtes de Tomie la plus connue, Le Mannequin, avec son personnage de modèle au visage terrifiant qu'on retrouve dans d'autres histoires courtes comme Les Rumeurs, L'Épidémie, l'horreur du sébum, est assez unique aussi dans son genre, de même que La Femme Limace, un des personnages les plus connus d'Ito. On retrouve dans ces histoires courtes des thèmes qu'on peut classer par catégorie, comme des histoires de maisons hantées ou de possession, Le Démon Noir, dont j'ai parlé précédemment, Tuyau Hurlant, La Charpente Possédée, De longs cheveux sous les toits, Sonnette finale, Soleil écarlate, La Maison des douleurs fantômes, Le Tunnel, et même l'une des histoires courtes de Soichi de mémoire. Ito a mélangé horreur et religion, parfois, comme dans Le Village des Sirènes ou Maudite Madone. Le culte aussi, un peu, dans L'insoutenable labyrinthe, Petit conte hémorragique de Shirosuna ou Sensor. On a du body horror pur aussi, comme dans Les Côtes, Miss Scalpel ou Stratophobie, une de ses plus récentes créations, avec une idée de couche d'épiderme superposée qui va mener à du body horror unique. Et on a d'autres pépites explorant chacune des concepts uniques inclassables dans des catégories, comme Idée noire et la matérialisation de pensées négatives, le mystère de la faille d'Amigara et ses trous en forme de silhouette humaine, ou aussi le village de l'éther avec une touche steampunk. Ito a aussi exploré le mythe du vampire dans deux histoires courtes, Ombre assoiffée de sang, une de mes préférées, ainsi que Biohouse, l'une de ses premières histoires. Le rêve est traité de manière très particulière dans Un rêve sans fin, une autre de mes histoires favorites, qui, je trouve, se rapproche par certains aspects de la nouvelle La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar d'Edgar Allan Poe, que je conseille au passage. Enfin, un endroit où dormir, avec ce concept très étrange du double d'un personnage qui sort de lui-même en le retournant de l'intérieur, quand il dort. Et pour finir cette partie, mes autres histoires courtes préférées, chacune avec un concept unique. La chuchoteuse, une histoire de manipulation qui vire à l'horreur psychologique et l'horreur tout court, Sculpture en bronze, mélange des mythes de Pygmalion et Narcisse, ainsi que 12 adieux, sûrement l'histoire la plus poétique d'Ito, qui est plus triste qu'horrifique. Un mot sur ses autres productions. Junji Ito a dessiné quelques adaptations de romans. Dans celles que j'ai lues, La déchéance d'un homme et Frankenstein valent toutes les deux le détour. Pour Frankenstein notamment, parce que comme dans le livre de Mary Shelley, la créature a droit à plus de développement et de dialogue que dans le film de 1931. Espérons qu'on retrouvera cette qualité dans la version de Del Toro l'année prochaine. Là, j'aborde une partie du travail de l'auteur que je ne connais pas, mais il semble avoir une passion pour les chats. Dans les mangas d'Ito que j'ai lus, les seules cases que j'ai vues avec un félidé se trouvaient dans Soichi. Mais il a sorti le Journal des chats, un manga semi-autobiographique concernant ces deux chats et gardant un côté horrifique et étrange. Un autre élément important à mentionner de la carrière de Junji Ito,
destinée à celle de prothésiste dentaire, est un concours qu'il a gagné en 1987, organisé par le maître spirituel du maître de l'horreur, Kazuo Umezu. Il lui rendra hommage dans une histoire courte, le maître Kazuo Umezu et moi, et dessinera un manga très inspiré de l'imagerie de son école emportée, avec l'école décomposée, dont les thématiques n'ont cependant aucun lien. Une autre référence notable d'Ito, c'est Lovecraft. Il a dessiné plusieurs illustrations de l'écrivain ou de son univers, et surtout une histoire courte complètement Lovecraftienne dans l'esprit et l'imagerie, La créature échouée. Et j'en profite pour vous conseiller les excellents mangas de Gutanabe, adaptant certaines histoires de Lovecraft. J'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Pour avoir lu du Lovecraft récemment, on retrouve des similarités avec Ito, notamment dans les histoires courtes, s'arrêtant juste après la confrontation du protagoniste avec un élément horrifique, Dagon étant un excellent exemple. Pour terminer, je citerai l'artbook édité par Mangetsu en 2023, reprenant les principales illustrations du mangaka créées à la peinture ou plus récemment sur ordinateur. Un plaisir pour les yeux et un bon cadeau pour des fans de l'auteur qui ne le posséderaient pas. Enfin, un mot sur les adaptations des mangas d'Ito. J'ignore pourquoi les deux séries d'animation de certaines de ces histoires courtes sont globalement détestées, la Junji Ito Collection et Maniac, surtout après avoir vu l'adaptation catastrophique de Spiral. Évidemment, on ne retrouve pas la qualité graphique et le trait des mangas, mais certains épisodes sont très bien réalisés. Et les deux bandes-sons de Yuki Hayashi sont un vrai atout, offrant énormément de pistes mémorables, que ça soit le thème de Tomie, celui de Soichi, cette piste étrange uniquement décrite dans l'histoire Le Disque d'occasion, qu'on entend ici et qui correspond bien à ce qu'on imagine en lisant le manga. Ou encore les sonorités gutturales expérimentales de la musique de la femme limace. On trouve pas mal de pistes atmosphériques, contribuant également aux ambiances étranges ou malsaines des épisodes. En tout cas, en termes de rythme, c'est bien tenu avec souvent 2 histoires courtes par épisode de 20 minutes. Je sais également que quelques films adaptant Spiral et Tomie existent au Japon, mais je ne sais même pas s'ils sont trouvables en France, donc pas vus. Et j'avoue que voir des mangas d'Ito adaptés en prise de vue réelle ne m'attire pas du tout. On se retrouvera avec des acteurs devant faire des têtes bizarres ou exagérant leurs émotions, et des effets spéciaux potentiellement moches, tandis que dans les mangas, l'étrangeté naît et existe grâce au style graphique uniforme des pages. Mais ces films existent, donc je les mentionne. Pour conclure, j'ai lu d'autres mangas d'horreur de plusieurs auteurs depuis ma découverte de Junji Ito, mais c'est vraiment lui qui a le plus expérimenté et varié les sujets, et dont les histoires me restent le plus en tête. Même si Baptism et la femme serpent de Kazuo Umezu ont aussi eu leur effet sur moi, et que les adaptations de Lovecraft de Gutanabe m'ont pas mal impressionné récemment. Ito se démarque notamment parce que beaucoup d'autres auteurs se perdent dans le gore, là où Ito va davantage rechercher la bizarrerie et les concepts horrifiques par nature, comme dans Un rêve sans fin. Et je le conseille à chaque fois que je parle de manga d'horreur, mais le hors-série numéro 17 d'Atom est une excellente porte d'entrée au genre. Et en bonus, dans les prochaines sorties, on aura le tome Décapité qui sortira en début d'année, en janvier, et j'attends toujours une réédition de Black Paradox par Delcourt Tonkam.